Bonjour à tous, c'est Superfab et bienvenue dans cette troisième édition de l'édito de Superfab. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Je vais commencer par réagir à des commentaires suite à ma dernière vidéo, la vidéo que j'ai faite avec le Capitaine France sur la lutte parisienne, la première partie du coup. Et d'abord merci à tous d'avoir regardé, pour vos commentaires également très encourageants, très chaleureux. Ça fait toujours plaisir, continuez comme ça, c'est super. Et j'ai également eu quelques commentaires qui sont plus critiques, on va dire. Et là, je voudrais rappeler quelque chose. Alors, d'abord, regardez bien et écoutez la première partie de la vidéo. Nous expliquons le contexte. Alors ce qu'on nous objecte, c'est que ces ramassements de jambes sur un coup de pied bas, c'est une technique qui expose. Et effectivement, si on la prend stricto sensu telle qu'elle, effectivement, cette technique expose la tête en particulier. Et donc, il faut bien écouter ce que dit le Capitaine France dans la première partie en particulier, c'est-à-dire que c'est une lutte d'opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, et Charlemont le dit lui-même, que c'est une lutte qui est incluse dans un jeu de boxe. Ça veut dire qu'on n'arrive pas comme ça, il y a un coup de pied bas, on fait la saisie et on projette l'adversaire. Et non, c'est plus complexe que ça, parce que c'est d'abord une boxe. Donc il y a des coups. Donc le but, ça va être de d'abord sonner l'adversaire, voire même de le fatiguer. Et sur une erreur de l'adversaire, par exemple si le coup de pied bas de l'adversaire est un petit peu mou, s'il est fatigué à ce moment-là, s'il est mal porté également, s'il y a un temps mort au moment du coup, s'il donne le coup et qu'il est très satisfait d'avoir porté son coup, mais que vous avez fait une esquive par exemple, c'est le cadre de cette démonstration où effectivement on fait une esquive par changement de garde en arrière, tout en saisissant le pied, la cheville de l'adversaire. Là, éventuellement, si vous n'êtes pas exposé, vous allez pouvoir effectuer cette technique. Maintenant, on n'a jamais dit qu'il fallait faire absolument cette technique. Tout est une question de contexte. Et donc, il va bien falloir observer l'échange en fait avec votre adversaire et voir si vous pouvez la placer, cette technique. Alors effectivement, c'est une technique qu'on aurait peut-être pu mettre en deuxième partie, effectivement, mais globalement, voilà l'idée, donc une lutte d'opportunité. Voilà, donc écoutez bien les explications. C'est très important. On ne peut pas juste se contenter de regarder les images et de dire ah, c'est pas applicable. C'est un petit peu plus complexe, comme toutes les techniques de self-défense. C'est toujours plus complexe que moi je le ferai pas, moi je le tenterai pas. Voilà, on a quand même essayé de les tenter. Le Capitaine France, lui, il a essayé en assaut. Il les a passés à plusieurs reprises, évidemment à condition de fatiguer l'adversaire, à condition de créer les critères d'application en fait. Mais on peut pas dire de facto comme ça, c'est pas possible. Eh non. Donc écoutez bien les explications, comme je vous le disais, c'est très important parce que c'est ce qui vous permet d'avoir le contexte d'utilisation des techniques. Hein, c'est comme en escrime. En escrime, il y a des tas de techniques qui sont à appliquer sur une erreur de l'adversaire. Et en boxe, c'est pareil. En boxe, c'est pareil. En escrime, par exemple. Pourquoi on allonge le bras avant de se fendre? Eh bien, tout simplement parce que si j'attaque après m'être déplacé, eh bien, on voit mon déplacement et donc je vais être arrêté dans mon élan, ce qu'on appelle un coup d'arrêt, quoi. Et donc on profite de cette erreur pour pouvoir embrocher l'adversaire, si je peux dire. Voilà, ben là c'est exactement la même idée. On profite d'une erreur de l'adversaire, un mauvais coup de pied bas, on va dire, hein, voilà, pour placer cette technique. Voilà, une lutte d'opportunité. Voilà, il ne faut pas oublier aussi que la lutte parisienne, ça n'est pas un jeu de lutte. C'est une lutte intégrée, c'est ce que nous expliquons dans cette première partie de la vidéo. Donc c'est pas un jeu dans lequel on va vraiment lutter avec l'adversaire. C'est une technique de lutte qu'on peut placer, qu'on place après avoir observé son adversaire. On peut pas, c'est pas comme en lutte française ou en lutte gréco-romaine où on voit les gars vraiment lutter, c'est-à-dire l'un contre l'autre, en essayant de créer des opportunités par le tartinage par exemple.
en créant des pressions sur la nuque, sur les bras, voilà, sur différentes parties du corps pour pouvoir créer les déséquilibres. Non, non, là c'est autre chose. Là on est d'abord dans un jeu de boxe, pied-point, et si possible, on place des coups de lutte. Et encore, les plus pratiques, c'est ce que dit Joseph Charlemont. Il présente les coups de lutte les plus pratiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire les plus pratiques? C'est ceux qui peuvent le mieux se prêter à une application dans le cadre d'une self-défense, d'une autodéfense. Et donc, qui dit autodéfense dit forcément des coups. La première chose qu'on fait dans une agression, qu'est-ce qui se passe? C'est d'abord des coups et effectivement après, ça va au contact, au corps à corps, dirais-je. Donc voilà, c'est pas un jeu de lutte. C'est pas un jeu de lutte. Et donc, on cherche l'opportunité, l'occasion. Et en particulier, quand on est boxeur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée l'opportunité. On crée l'opportunité, on crée la fatigue de l'adversaire, on crée l'ouverture. Il ne faut pas oublier également qu'on est aussi dans une recherche de démonstration historique et culturelle. Donc cette technique, elle est présente dans le traité de Joseph Charlemont de 1899. Si elle est présentée par Joseph Charlemont, c'était quelqu'un qui testait quand même les choses, il le disait lui-même. Et il présentait les choses les plus pratiques, c'est ce qui était le plus valable dans le cadre de l'autodéfense. Et il le dit, c'est pas juste une gymnastique, il précise, c'est d'abord un exercice d'autodéfense. C'est d'abord un exercice d'autodéfense, la boxe et la canne. Voilà. Et ensuite, un exercice gymnastique, effectivement. Et donc, ces techniques sont présentes dans son traité, donc on vous les présente à notre tour dans l'interprétation du Capitaine France. Voilà, on vous les présente afin de voir un petit peu le contexte, un petit peu de voir ce qu'on faisait également dans le cadre d'une boxe française traditionnelle, parce que en fait, cette lutte parisienne, c'est Joseph Charlemont qui parle de cette lutte parisienne, mais avant lui, en fait, ces techniques de lutte, elles étaient intégrées directement dans la boxe. Quand on lit le manuel de Louis Le Boucher, les techniques de lutte, elles sont intégrées. Quand on lit le manuel de l'élève de Michel Dipisseux, c'est pareil, les techniques de lutte sont intégrées, elles ne sont pas séparées. Ça n'est que plus tard qu'effectivement, on a séparé la lutte de la boxe, et pour créer d'un côté l'adresse française et de l'autre côté, ou l'adresse parisienne également, et de l'autre côté la lutte parisienne, voilà, qui n'a rien à voir avec la lutte française, puisque les maîtres de boxe française pratiquaient également la lutte française et la lutte libre à côté de la boxe française, en plus de la lutte parisienne. Pour l'exercice gymnastique, pour le renforcement de la lecture du jeu de l'adversaire, voilà, pour plein d'avantages qu'on peut en retirer de cet exercice, parce qu'ils avaient une vision complète de l'autodéfense et du combat, et donc ils cherchaient le plus possible à tout connaître pour ne jamais être pris à défaut. C'est ça le sens en fait des arts martiaux français. Et c'est le sens de cette polyvalence dont je parle dans ma deuxième vidéo, la polyvalence dans les arts martiaux français. Et certains maîtres rechignaient vraiment, ils répugnaient même à l'idée de ne pratiquer que certains exercices. Quand je prends l'exemple du maître Eugène Choderlos. Eugène Choderlos, c'était un grand ami de Joseph Charlemont, et il était maître d'armes militaires, et maître de boxe également, de canne, de bâton et de lutte. Et bien, il avait la réputation de vraiment détester l'idée de ne pratiquer qu'un seul exercice. Parce qu'ils avaient cette vision militaire également de la préparation du soldat, à la fois au niveau de la condition physique, de la gymnastique, mais surtout de l'autodéfense. C'est une préparation à la guerre. Voilà, c'est une préparation à la guerre, c'est la préparation du soldat. Voilà, après ce petit avertissement, je voulais aussi vous parler du Yoseikan Budo. J'ai eu pas mal de commentaires et d'abonnements du coup de la part de professeurs de Yoseikan Budo qui me disent qu'il y a un lien avec la méthode Lafont, et le Capitaine France dans son dernier live de vendredi dernier
pose cette théorie du complot qu'il y aurait des AMF, donc des arts martiaux français, dans l'IOCIK Budo. Mais capitaine, c'est pas du tout une théorie du complot, c'est tout à fait avéré. Pourquoi? Eh bien tout simplement, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai écrit un livre il y a une dizaine d'années qui s'intitule Se défendre avec panache, vie et méthode de Maître Lafon. Et pour écrire ce livre, eh bien, je me suis entretenu avec Maître Hiro Mochizuki afin de comprendre le contexte, de comprendre aussi toute la période du karaté qu'avait connu Roger Lafon, puisqu'il fait partie des 3 premiers professeurs de karaté en France. Et Maître Mochizuki m'expliquait très humblement d'ailleurs et très gentiment qu'effectivement il a rencontré Maître Lafon dans les années 50 quand il est arrivé en France et qu'il a été fasciné par la liberté de mouvement. Moi je me souviens de cette explication qu'il avait donnée, la liberté de mouvement, c'est-à-dire en fait c'est une souplesse d'attitude, c'est une souplesse effectivement du corps également, hein, mais c'est aussi une souplesse d'état d'esprit. Également il avait été fasciné par cette facilité à lever la jambe en figure. Effectivement le coup de pied figure fait pleinement partie du panel technique de la boxe française et donc il avait modifié sa technique pour pouvoir lever la jambe en figure. Voilà, donc par ailleurs Roger Lafon il a également croisé non pas le fer mais croisé le bois avec des maîtres japonais. Et Roger Lafon avait déjà sa technique du bâton Lafon et du double bâton, un bâton qu'on saisit en double pronation, donc pronation des 2 mains. Et c'est une technique qui se rapproche beaucoup plus de l'escrime à la baïonnette, en fait de l'épée, parce qu'il a transposé les principes de l'escrime à l'épée, parce qu'il était maître d'armes, hein, Maître Lafon. Donc il les a transposés au bâton, au double bâton, et après par extension au parapluie, puisque c'est un objet qu'on peut porter sur soi dans la rue et sans être dans l'illégalité et donc il a transposé ces techniques de l'épée, tout comme Joseph Pinette l'avait fait avec l'escrime à la baïonnette. Il s'était inspiré du jeu de l'épée, enfin pas du jeu de l'épée, de l'escrime à l'épée qui date de la fin du XVIIIe siècle pour pouvoir en faire une escrime pour les soldats. Et effectivement, on reconnaît des techniques, dans la technique du parapluie Lafon, on reconnaît des techniques d'escrime à la baïonnette. Bon, ça, je vous en reparlerai beaucoup plus en détail parce que c'est très très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire et à montrer aussi. Et voilà, donc Maître Mochizuki m'expliquait tout à fait s'être inspiré de la méthode Lafon et donc des arts martiaux français à travers la méthode Lafon, puisque les principes de la méthode Lafon ils viennent à la base des arts martiaux français. Évidemment que les arts martiaux français que Maître Lafon a adapté à son temps, hein, les années 50, 60, 70, et qui ont fait adaptation qui a fait son succès hein, en son temps. Et enfin, je voulais répondre à une question de Jean-Christophe Olivier qui me parlait de sa canne, la canne qui est adaptée à sa taille. Il me disait que cette canne n'était pas à la dimension de la canne sportive. La canne sportive, elle fait environ 95 cm. La sienne fait plutôt 110 cm par rapport à sa taille de jambe et la hauteur de sa hanche, hein, je pense en particulier. Et il me demandait de quelle manière il pouvait manier cette canne puisqu'elle est un petit peu plus lourde et donc effectivement il me faisait remarquer que le maniement de cette canne selon la méthode fédérale, donc de la canne sportive, la canne de combat, bah, c'est pas évident, les mouvements sont moins fluides. Alors je confirme, les mouvements sont beaucoup moins fluides. Maintenant c'est encore possible, hein. Je pense que c'est encore possible. Les mouvements sont évidemment moins rapides et moins fluides, comme tu le disais Jean-Christophe. Maintenant, il y a d'autres méthodes et notamment quand alors déjà d'une part, vous avez la canne Charlemont. Dans la canne Charlemont, on le voit de toute façon sur les vidéos et quand on lit les traités de Joseph Charlemont, il le dit, hein, sa canne à lui, elle est quand même beaucoup plus lourde que la canne sportive. C'est une canne qui est en cornouillé, c'est un bois assez dense et donc un petit peu plus lourd. Et on le voit tout de même faire de la canne et ce sont de très beaux mouvements, déjà d'une part, très efficaces évidemment, mais c'est encore possible. Maintenant, l'idée des maîtres anciens, c'était que quand l'outil est trop lourd ou trop long,
eh bien on l'utilise à deux mains. C'est ce qu'explique Joseph Charlemont, mais également Émile André. Et c'est pourquoi on a utilisé le bâton français traditionnel pour manier un objet plus long. Alors, évidemment, le bâton français, on va dire entre guillemets de salle civile, fait environ 1,50 m, bien sûr, mais ça peut être adaptable à une canne, peut-être un bâton un petit peu plus court, 1,10 m, 1,20 m, c'est tout à fait adaptable. Maintenant, il y a encore une autre technique, c'est dans la méthode Lafon. Roger Lafon avait aussi cette manière de penser que quand la canne est trop lourde ou trop longue, effectivement, il faut la manier à deux mains. Sauf que lui, il a inventé une autre méthode qui est celle du bâton Lafon et après du parapluie. Et son parapluie à lui, qui est une canne de défense, se pratique à deux mains, les deux mains en pronation. Et la technique est beaucoup plus proche de l'escrime à la baïonnette en réalité. Je vous en reparlerai parce qu'il y aurait énormément de choses à dire là-dessus. Et donc on peut tout à fait utiliser pour ta canne, Jean-Christophe, tu peux tout à fait utiliser le parapluie Lafon, qui est une très belle méthode, très complète également, puisqu'elle permet de se défendre devant soi et également derrière. Alors évidemment on ne serait plus en mode escrime bien évidemment, mais plutôt en mode défense, quoi, self-défense, et qui est vraiment une escrime davantage de pointe, alors disons plus inspirée de l'épée effectivement que de la canne ancienne bien évidemment, et comme je le disais, vraiment plus proche de l'escrime à la baïonnette. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Alors, restez bien connectés parce qu'il va y avoir la suite de la vidéo sur la lutte parisienne. Vous allez voir, il y a encore plein de techniques très sympas que le capitaine France m'a montré. Et honnêtement, on s'est vraiment éclaté. Alors j'espère que vous aussi, j'espère que ça se voit aussi sur la vidéo. Et n'oubliez pas le partage, le commentaire, le pouce comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!